Bonsoir, nous sommes ce soir à Commune Image, dans la commune de Saint-Ouen, où nous organisons un débat sur la manière dont on médiatise les quartiers populaires, les banlieues, après un contexte assez douloureux, assez heurté, qui est celui des attentats du mois de janvier. Et nous avons essayé ce soir de réunir à la fois des acteurs qui animent, depuis les quartiers populaires, des expériences éditoriales, et aussi des acteurs qui animent des médias nationaux, pour essayer de savoir si, d'une certaine manière, à la fracture sociale qu'on constate, il n'y a pas aussi une fracture médiatique, qu'il s'agit de, j'ai envie de dire, essayer de combler par à la fois nos initiatives, mais aussi les perspectives qu'on essaiera peut-être ce soir de se donner tous, afin de voir qu'est-ce qu'on a raté et quelles seraient, j'ai envie de dire, les solutions qu'on pourrait apporter dans un avenir qu'on espère proche. Je vais vous demander, Michael, si on parvient dans nos médias, donc médias de quartier, à bien traiter ces questions qui sont liées à des phénomènes douloureux pour nous, comme le racisme, l'islamophobie, mais aussi l'islamisme, le radicalisme, le djihadisme, tout ce qui est en isme, en fait. Est-ce que quelque chose a été raté au niveau des médias de proximité ? Moi, j'en suis pas persuadé. De toute façon, on va le développer. J'en suis pas persuadé. Je pense que au lieu de parler de forcément ce qui fait mal en allant faire des enquêtes ultra poussées, parce que bon, qui est à même de dire qu'il a une enquête ultra poussée sur ce qu'est l'antisémitisme ou ce qu'est l'islamophobie? Moi, je pars d'un autre principe, c'est plutôt de montrer ce qu'il y a de positif, et qu'on voit très peu au final dans les médias qui sont dits grands médias. Et je pense que c'est plus en montrant justement des exemples de réussite, des exemples de gens issus des quartiers qui font des choses positives, qu'on évitera peut-être de rater quelque chose. Si on veut éviter qu'il y ait une montée du djihadisme ou des extrémismes, pourquoi est-ce que ces personnes-là vont dans cette voie? C'est parce que généralement elles sont sans issue, elles pensent qu'il n'y a pas d'espoir, elles voient tout en noir. Et pourquoi elles voient tout en noir? Parce qu'on ne leur montre que du noir, justement. Et c'est peut-être en montrant qu'il y a des choses positives qui se font qu'on peut aller de l'avant. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on va là où on nous attend? C'est-à-dire que tous les médias mainstream, sauf Mediapart, nous ont appelés pour nous demander notre avis sur les attentats. J'ai refusé de m'exprimer. Là où je pense que j'ai raté quelque chose, c'est ça. C'est que j'aurais dû plutôt aller m'exprimer. Avec le recul, maintenant, je me dis qu'on aurait dû y aller. Là où on a raté quelque chose, parce qu'on n'a pas voulu aller dans le sens d'où ils voulaient nous emmener. C'est-à-dire que directement, on m'a appelé en tant que magazine maghrébin, et en me posant des questions... comme si moi j'étais représentative ou porte-parole de la communauté maghrébine. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que j'avais pas de blanc-seing, j'ai pas été élue, je ne peux pas parler au nom des Maghrébins de France, que nous on avait un avis en tant que journaliste qui est à Lyon sur le terrain et qui rencontrons des gens, mais que je ne pouvais pas parler au nom des Maghrébins de France. Et finalement, je regrette parce que je me dis qu'on a peut-être raté des tribunes pour aller déconstruire des discours qu'on a pu entendre par la suite, des discours nauséabonds, des amalgames qui ont été faits entre musulmans, islamistes, djihadistes, et que peut-être nous, on avait plus de légitimité pour le faire par rapport à d'autres personnes que j'ai vues invitées sur les plateaux, comme l'imam Chalroumi, par exemple, que je regrette. Je suis la première à l'avoir interviewé en 2008, donc me jetez pas la pierre. Je vous ai pas fait un super cadeau, mais je pense que voilà, on a raté peut-être ce coche-là. C'est difficile d'en parler si c'est pour imiter ce qui est déjà publié dans les autres journaux qui nous révolte. Là, on travaille sur un dossier sur islamisme, islamophobie, antisémitisme, et on commence déjà par faire des papiers pour critiquer les unes de Valeurs Actuelles, les unes du Point, les unes de l'Express, tous ceux qui ont attisé la peur contre l'islam en faisant des unes qui font peur. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lit tous les autres médias et on se rend compte qu'ils ont distillé, sans forcément en avoir la volonté, ils ont distillé une peur vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis des musulmans
qui est le point de blocage pour l'instant dans la société française, c'est que dès qu'on en parle, on a l'impression qu'on va alimenter les peurs. Même si on va faire des reportages que nous trouvons légitimes, pour montrer par exemple comment dans telle ou telle mosquée, il y a à la fin de la prière, il y a un appel à soutenir ceux qui meurent en allant défendre l'islam, en allant s'engager dans tel ou tel conflit armé. Si on se met à parler de cela, on sait qu'on va nous-mêmes alimenter encore une peur. Et donc, on travaillerait plutôt sur l'idée de dire comment réussir à convaincre l'opinion publique française qu'il faut regarder avec beaucoup plus de compassion la population musulmane qu'avec de la peur. Et de travailler à la compassion, on travaille à l'idée de faire réussir à ce que les gens qui ont de la compassion vis-à-vis des juifs, qui sont l'objet de stigmatisation parce qu'ils font la prière, parce qu'ils portent la kippa, parce qu'ils ne mangent pas de porc, parce que ceci ou parce qu'ils sont liés à Israël, etc., qu'il faut arrêter avec cette stigmatisation des juifs. Et ça, là-dessus, on réussit à avoir l'opinion publique qui nous soutient, à avoir de la compassion par rapport à ça, et de récupérer cette compassion en disant, ayez la même compassion pour la communauté musulmane, à qui on va reprocher systématiquement d'avoir une pratique trop religieuse, d'avoir des liens avec ce qui se passe dans tel ou tel pays, et de réussir à faire en sorte que la parole des uns fasse quoi la parole des autres. La parole de celui qui va susciter la compassion fasse quoi la parole de celui qui dit « mais moi, j'ai même pas de compassion dans ce pays ». Vous dénoncez des choses, etc. Et je pense que j'ai l'impression qu'on ne réussit pas à fédérer, mais on est plutôt dans dénoncer, on est dans de l'entre-soi finalement, de ces médias de quartier. Et ce que vous disiez par rapport au travail que vous faites, je pense que c'est pas assez, on n'a pas de passerelle vers les grands médias et de diffusion pour fédérer aussi. Donc j'ai l'impression qu'on est dans des niches et ça pose problème. Est-ce que après je me posais la question quelle responsabilité? Parce qu'il y a effectivement la question de la ligne éditoriale. Est-ce qu'on fait du divertissement? Est-ce qu'on suscite la curiosité avec des ateliers, des rencontres? Donc, j'ai pas envie de renvoyer une question. Quelle est la responsabilité de ces médias et quelle est aussi quelle marge, disons, aussi de manœuvre? Donc, c'est assez compliqué. Après, aujourd'hui, je pense que le problème qu'on a, c'est que les plus jeunes, qui sont les plus vulnérables, et quand je parle de jeunes, je pense même à des diplômés aussi, hein, des bacs plus 3, 4, 5, qui sont dans la théorie du complot, qui sont complètement en marge de notre société. Comment nous, médias, on peut les rattacher et les impliquer, les rendre acteurs de notre société en tant que médias. Et ça, c'est une vraie question. Et nous-mêmes, en fait, en tant que médias aussi, à partir du moment où nous sommes des médias de quartier, on est aussi des médias, nous sommes des médias marginaux. Donc, moi, j'hésitais à réagir, j'hésitais à venir aussi, parce que comment on réussit à contribuer à avoir une visibilité avec les grands médias et comment on réussit à toucher ces jeunes qui sont isolés. Et je pensais la question aussi sur le travail qui est fait sur Roots, c'est intéressant parce que finalement, ces magazines de divertissement peuvent peut-être être le premier point d'accroche sur ces jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, ils regardent des vidéos, même si on va sur le net. Alors pareil, ils font même pas de discernement. Ça veut dire qu'ils vont lire les médias Quenelle+, et je ne sais quoi, et pour eux, première lecture, c'est acquis. Il n'y a pas de critique. On ne se pose pas les questions. On ne croise pas les sources. Moi, j'ai l'impression surtout qu'on est enfermé dans les termes des grands médias. Et que, par exemple, aujourd'hui, il y aurait une injonction à travailler tous sur l'islam, sur l'islamisme, sur le radicalisme, sur le djihadisme. Alors que, même si c'est très intéressant, hein, il me semble que là où peut-être les médias de proximité, de quartier, de communautaire ont loupé un coche, c'est de s'être laissé enfermer dans cette injonction-là, de répondre à l'image qui est donnée de la communauté et de peut-être pas avoir assez travaillé la question sociale, de ce qui se passe dans les écoles, de ce qui se passe au niveau du travail, de la précarité, de la gestion sociale en fait, de l'isolement, parce que les Kouachi, les Koulibaly, tout ça, c'est en effet le résultat d'endoctrinement, mais c'est aussi le résultat d'une désocialisation.
Et je pense que c'est là où, en fait, notre apport serait le plus important. C'est que nous intervenons beaucoup sur les angles morts perceptibles dans la façon dont les manuels d'histoire sont faits. Et ces angles morts, principalement, ils sont liés à la colonisation. Et donc nous creusons sur ces aspects-là. Nous, quand on a créé saphirnews.com, il y avait deux objectifs à la fois. C'est-à-dire, il y avait un premier, c'est celui de traiter le fait musulman, qui était un sujet qui, pour nous, était important de le traiter d'une manière journalistique, d'une part, et non pas militante, et d'autre part, de rentrer dans la quotidienneté des musulmans. Parce qu'on pensait qu'à ce moment-là, c'était le problème numéro un qui faisait que l'image des musulmans était désastreuse dans les médias. C'est parce qu'on ne le traitait pas dans sa quotidienneté. Donc quand on nous spécialise, alors c'était aussi pour rejoindre à la problématique de diversifier les sujets, et de s'occuper aussi des questions sociales, politiques et économiques. On peut le faire, nous on le fait par exemple. Mais ça reste marginal par rapport au reste, c'est clair, parce qu'on n'a pas les moyens d'une part, et d'autre part, on essaie de compenser un manque qui est dans l'espace médiatique. Donc forcément, on va être concentré plus sur certaines thématiques que d'autres. Et par exemple, quand on traite, nous, c'est la thématique de l'islamophobie, parce qu'on estime qu'elle n'est pas suffisamment, en tout cas, traitée par les médias, parce que c'est aussi une façon de dire aux musulmans, il y a certains médias qui vous comprennent et qui comprennent votre douleur, parce que c'est une vraie douleur pour certains, même ceux qui ne le vivent pas à titre personnel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance qui fait qu'ils souffrent intérieurement, et ça crée parfois des déséquilibres presque psychologiques chez certains. Et donc nous, quand on intervient sur cette thématique-là, on est là pour informer, parce qu'il y a un traitement journalistique, certes, factuel, mais il y a aussi pour dire à certains... il y a des gens qui ont pris conscience de la gravité de la situation. Là où on s'est posé la question, c'est pourquoi est-ce que, avec ce travail qu'on fait depuis 1997, pourquoi est-ce que les questions des représentations, nous, c'est vraiment le traitement derrière des médias qui nous a interpellés. Pourquoi est-ce que les représentations sont toujours aussi biaisées? Pourquoi est-ce qu'on traite toujours certaines populations dans un rapport d'étrangeté? Et donc là, nous, c'est sur ces questions-là qu'on s'est vraiment... Ouais, on s'est questionné. Et bon, comme on le fait à chaque fois, nous on essaye plutôt de donner la parole aux artistes. Donc c'est les artistes qui ont directement choisi d'intervenir, qui ont fait des tribunes, qui ont essayé un petit peu de poser des mots là-dessus. Là où vous cherchez à rattraper les jeunes que vous pensez essayer de leur parler, vous n'y arrivez pas. Parce que l'automatisme qu'il peut y avoir aussi pour les médias, il est aussi là pour les jeunes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un discours officiel, on va ailleurs. Voilà, on nous dit d'aller par là, moi je vais par là. Voilà, un discours politique, un discours... Et malheureusement, finalement, le plus gros échec, c'est de ne jamais avoir réussi, vous, à vous distancier d'un discours officiel, ou en tout cas d'un discours dominant. On est devenu média, je sais pas, encore une fois, on nous dit média, ça fait super classe, on s'en fout, nous. On s'en fout tellement. Ce qui nous intéresse, c'est que les jeunes qu'on encadre, les jeunes avec qui on travaille, c'est qu'ils fassent ce pont-là, cette passerelle qu'on n'a pas entre... Il y a deux mondes aujourd'hui, il y a deux mondes, le monde du centre-ville, le monde des quartiers populaires. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes puissent rencontrer l'autre monde. Et pour nous, Kaina TV, c'est qu'un prétexte. Très franchement, c'est un prétexte à la rencontre, un prétexte à créer des choses collectivement, un prétexte à être dans une activité de création. Maintenant, ça nous permet de pas mal de choses. Lille en quartier, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque ça a été lancé par l'école de journalisme de Lille, avec l'objectif initial de faire sortir dans les quartiers populaires de Lille les étudiants en journalisme, à partir du constat qu'ils n'y allaient pas d'eux-mêmes et qu'ils ne venaient pas de quartiers populaires. Et donc, en allant dans des quartiers populaires avec cette expérience de Lille en quartier pendant leurs 2 années d'études, ils auraient été susceptibles de développer un autre regard qu'ils auraient emmené avec eux dans des médias classiques et dans des grands médias. Seulement très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'adressait pas à des gens et on ne s'adressait pas au public, aux habitants vers lesquels on allait, mais on s'adressait à des gens qui liraient un média comme un média classique. Donc en fait, les quartiers populaires étaient simplement une rubrique ou un terrain de jeu pour les étudiants, comme s'ils avaient été, je sais pas, dans une centrale nucléaire ou dans un territoire à risque.
Et on s'est rendu compte de ça très rapidement parce que quand on a présenté le projet aux habitants du quartier, donc c'était à Lille Sud, au centre social, en fait on s'en est pris plein la gueule, quoi, parce que c'était la première fois qu'ils voyaient des journalistes et donc ils nous ont reproché tout ce qu'ils avaient vu dans les différents reportages qui avaient été faits dans le quartier et qui avaient raconté n'importe quoi sur leur vie quotidienne. Du coup, nous, on s'est tout pris dans la tronche et on leur disait, mais nous, on est là pour quelque chose de différent, etc. Mais pour eux, ça n'avait pas vraiment de sens parce que c'était fait pour eux et pas avec eux, en fait. Et je pense que la question qu'est-ce qu'on a raté ou la question vers qui on doit se tourner, des diffuseurs, etc., faut vraiment plus se la poser dans comment on transforme le lien et le rapport qu'on entretient avec les habitants dont on parle, de qui on parle et avec qui on a envie de construire un discours. Merci beaucoup. On a terminé pour cette première partie du forum. On va poursuivre avec Farid Mebarki.